Assalamu alaikum, Azul, bonsoir. Hamid, comme d'habitude, je vais passer avec vous à peu près une dizaine, 10 à 15 minutes et on va parler d'un sujet que j'avais abordé la semaine dernière. Et beaucoup de commentaires, merci, vos commentaires sont vraiment très positifs, que ce soit des commentaires de critiques négatives ou positives, c'est toujours constructif. Et j'apprécie. Et suite à ces commentaires, beaucoup d'entre vous avaient demandé à ce que je dise un peu plus sur le problème de sécurité dans le sud algérien et particulièrement les événements de Tigane Tourin. Et encore une fois, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des informations secrètes, c'est quelque chose que je trouve dans le domaine public et je vais vous montrer comment je fais et je vais vous montrer un peu les outils que j'utilise pour faire mes analyses. C'est court, c'est 10-15 minutes, donc je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais suffisamment pour que vous compreniez comment ça se passe. Alors pour moi, pour que je puisse étudier le cas de Tigane Tourin, comme beaucoup d'autres cas, j'utilise ce qu'on appelle framework ou bien des cadres pour un petit peu cerner le problème. Alors pour ce cas-là, je vais utiliser l'environnement physique, 2, la structure sociale, 3, la structure économique, 4, la sécurité et 5, le centre de gravité que j'ai expliqué. Le centre de gravité, c'est la population locale. Alors, je voulais faire quelque chose par rapport à partir de mon ordinateur, mais comme je n'avais pas renouvelé mon abonnement de Zoom, donc je ne peux pas faire de zoom avec le partage, donc je vais faire ça. Je vais vous montrer, on va regarder un petit peu l'environnement. Donc vous voyez, c'est ça l'environnement. Alors j'ai pris la carte Google pour comprendre l'environnement de Tigane Tourin. Voilà, ça c'est Tigane Tourin, ça c'est le site de Tigane Tourin, qui est loin de la distance avec Ain Amenas, c'est à peu près 80 km en prenant la route nationale 3. Et vous voyez que c'est assez proche de la frontière libyenne. Ça, c'est la frontière libyenne. Ça, c'est très important pour comprendre ça. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le relief, c'est à peu près, c'est du plat. Il y a un peu de dunes par ici, mais c'est plutôt plat, c'est un relief assez facile. Et les zones rocheuses et montagneuses, par exemple, vous allez vers le sud, plus au sud où vous trouvez le Tassili, qui est plutôt montagneux. Donc on revient à notre zone, et je vais insister un petit peu sur l'environnement, parce que c'est très très important, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si je prends par exemple la photo d'un chercheur qui a beaucoup écrit, le terrain, vous voyez à peu près comment est le terrain. C'est un terrain plat, mais qui a des dunes tout le long de la frontière, de l'autre côté. Mais sinon, le terrain, il est assez plat. Ça, c'est pour comprendre l'environnement. Pourquoi? Parce que l'attaque a eu lieu dans ce site gazier. Et d'après les informations qu'on a eues, les gens sont venus, le groupe terroriste était venu de la Libye. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que leur convoi, à peu près 4 ou 5 véhicules 4x4, ait pu traverser la frontière et aller jusqu'au site, à peu près une soixantaine de kilomètres, sans pour que personne ne puisse les localiser ou bien les arrêter. Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça, des écrits, d'ailleurs je vais partager avec vous le travail par exemple fait par ce monsieur-là qui a parlé du problème de sécurité. Il y a un rapport en Ain Amenas, Inquest Cover-up and Western Involvement in Algerian State Crimes. La théorie de ce monsieur, c'est que si jusqu'à maintenant on n'a pas dit toutes les vérités, c'est parce que
il y a eu complicité et on a voulu un peu cacher les vérités par rapport à ce qui s'est passé ici. Et moi, je vais partager avec vous, alors 2 secondes, c'est ça que je vais partager avec vous. Si vous voyez ça, moi, la manière dont je présente ce qui se passe à la frontière, vous avez la frontière, et autour des frontières, moi j'ai créé ce triangle où il y a les forces de sécurité, les corrompus. Toutes les forces de sécurité ne sont pas corrompues, hein, qu'on s'entende bien là-dessus, mais moi je me concentre sur celles qui sont corrompues. Il y a les terroristes et il y a les criminels. Et la relation qu'il y a entre ces 3 acteurs, c'est que des fois il y a coopération et d'autres fois il y a compétition. Des fois ils s'arrangent entre eux, ils travaillent entre eux, et ils trouvent leurs gains, ils partagent leurs gains entre eux, et des fois, il y a compétition. Et dans le cas de Tegenturin, apparemment, il y a eu beaucoup d'intérêt entre les groupes pour qu'ils aient pu passer sans problème. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Autre chose par rapport à l'environnement, donc cette chose-là, me dit que, par exemple, entre les différents sites, il y a des postes de contrôle. Comment se fait-il qu'ils aient pu éviter les postes de contrôle? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas été repérés, alors que ça, c'est une zone immense, mais elle est ouverte. Et donc, il a fallu du temps pour qu'ils puissent... s'ils roulent, c'est difficile de rouler à 60 km/h. S'ils roulent à 60 km/h, ça veut dire que ça leur a pris 1h30 pour arriver de la frontière à In Amenas, en ajoutant l'autre partie qu'ils avaient traversée. Apparemment, les informations que j'ai lues à droite et à gauche, c'est qu'ils étaient venus du sud, le Mali, ils ont partagé vers le Niger, du Niger, ils sont montés en Libye, et ils ont continué de cette manière. Bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans cette station? Il y a des travailleurs. Les travailleurs, c'est un mélange de travailleurs algériens et des travailleurs étrangers. Déjà, c'est ce qu'on appelle joint venture, c'est-à-dire c'est une co-entreprise entre la Sonatrach, BP, British Petroleum, et Statoil, la compagnie norvégienne. Donc, c'est les 3 qui gèrent cette station de gaz ou bien cette base. En plus de ça, ce que j'avais, il y a la base et puis il y a aussi la base de vie. En général, il y a 25 ou il y avait 25 différentes nationalités et le nombre de travailleurs à la fois, il varie entre 500 et 700 ouvriers à chaque fois. L'attaque donc a eu à 6 h du matin, elle avait duré 2-3 jours. Il y a eu quand même beaucoup de morts, parmi les étrangers 37, parmi les assaillants 29 et peut-être d'autres pertes dont on n'est pas au courant. Alors j'ai aussi trouvé un document, je vais partager, c'est dommage, je ne pouvais pas le faire que par cette... Donc ça, c'est British Petroleum. Vous voyez la source. Je vais à la source pour trouver l'information. Et ça, c'est le directeur général qui dit, ça c'est en anglais, hein, mais qui dit, il n'y a pas de doute, le gouvernement va faire des investigations sur cet événement, et en plus de ça, on va participer jusqu'à ce qu'on fasse la lumière sur ce problème. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est British Petroleum. Vous allez, vous regardez, ils ont cette information. Autre chose, ça, c'est un autre site qui a expliqué un petit peu les événements, comment l'attaque, le bus, la prise d'otage,
l'intervention de l'armée, etc. Donc, vous pouvez aller sur ce site, vous trouverez les informations. C'est en anglais, mais peut-être vous pourrez trouver la traduction. Ça, c'est pour les gens qui habitent au Canada. C'est un journal canadien qui a sorti cette histoire. Autre chose, c'est les familles des victimes. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, moi, cette histoire me fait peur. Pourquoi? Parce que même si, selon ce monsieur, il y a des complicités entre les forces de sécurité algériennes et les services de sécurité étrangers, en particulier américains et français, il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, et c'est ça. Alors ça, c'est un petit peu là, il faut pas oublier une chose, c'est qu'ici, il y a la chose qui concerne le gouvernement, mais dans le cas précis où il y a des attaques contre des étrangers, il y a aussi les familles. Il y a aussi les familles, et il y a des familles qui font la pression sur le gouvernement en dépit de toutes les ententes et toutes les combines qu'il y a entre les gouvernements. Si les familles ne lâchent pas, ça prend 10, 15, 20 ans, ils ne lâchent pas jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Et c'est ce qui m'a fait penser à cette célébration d'il y a quelques semaines. Ça, c'est pas fait par hasard parce qu'il y a de plus en plus de pression. D'ailleurs, moi, je me suis amusé à lire un petit peu les rapports. Par exemple, ce monsieur, comment il s'appelle? Paul Morgan, où est-ce qu'il est? Paul Morgan, c'est un gars de la sécurité. C'est un ancien des légions étrangères françaises qui est anglais. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, il a été tué à bout portant. Il y a aussi un autre des forces spéciales françaises qui s'appelle Yann Desjeux. Il n'est pas là parce que ça, c'est que des citoyens anglais. Voilà. Et il y a autre chose que je voulais partager avec vous. Donc ça, pour vous dire que moi, l'information, je n'invente pas. Je vais chercher, j'ai ce qu'on appelle un cadre de travail qui me permet de un petit peu cerner le problème. Il y a quelque temps, vous avez entendu parler d'une histoire avec l'ancien ambassadeur français à Alger et Emmanuel Macron qui avait utilisé une formule qui, bon, les gens disent, d'accord, il a parlé de menaces d'existence, menaces existentielles. Laissez-moi vous dire que le Premier ministre Cameron, anglais, après cette attaque, il avait utilisé exactement les mêmes termes. Et ce n'est pas une coïncidence. À l'époque, il avait utilisé les menaces existentielles et générationnelles. Et encore une fois, j'espère que je me trompe. J'espère du fond du cœur que je me trompe. Parce que quand on voit les choses comme ça et on pense au passé, ce qui s'est passé, par exemple, en Libye, en dépit de tous les arrangements, Kadhafi avait baissé le pantalon. Il avait tout donné, tout donné. Et pourtant, ils se sont attaqués à lui. Maintenant, ce qui est différent de l'Algérie et la Libye et les autres pays comme l'Irak et tout ça, c'est que nous, le système qu'on a, on n'a pas un système personnifié. Ce n'est pas une personne, un clan qui est là et qui attrape tout et on se débarrasse de ce clan et on change. Non, c'est pas comme ça. Le système algérien, c'est plutôt un système de conglomérat non personnifié. Comme on sait, il y a des clans. Et moi, ma théorie, c'est que derrière chaque clan en Algérie, il y a des intérêts étrangers. Et d'ailleurs, quand Cameron commençait à s'énerver, c'est les Français qui lui ont dit « calme-toi, il y a des choses que tu ne connais pas ». Et ça, je les ai lus dans des papiers très sérieux. Et du coup, après, il s'est calmé. Donc, il y a des arrangements entre les différents services. Tant que l'Algérie peut, ou bien le système peut répondre aux demandes étrangères, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais utiliser une expression qui est très vulgaire,
mais on l'utilise dans la diplomatie. C'est un petit peu comme la prostituée. La prostituée, elle satisfait ses clients jusqu'au jour où elle vieillit, elle n'est plus belle, elle n'a pas de corps, elle n'a rien à offrir, et là on se débarrasse de cette prostituée. Maintenant, c'est pour ça que Macron avait utilisé la même formule quand il a dit régime vieillissant, régime corrompu, il parlait exactement de la même chose. Maintenant, est-ce que ce régime va être capable de se redéployer, de se renouveler et de continuer à faire ce qu'il fait? Pour le moment, il y arrive, mais il faut faire très très attention. Ce régime devient une menace pour la sécurité algérienne, il devient même une menace pour l'existence de l'Algérie en tant qu'entité indépendante. Et le changement ne viendra pas de l'étranger, on ne le souhaite pas, le changement viendra des Algériens. Maintenant, les circonstances vont changer et la situation changera. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, be safe, be the change, take care, salam.